Bah oui, figurez-vous que c'est mon premier Twitch, tout à fait. Ouais, et que c'est une plateforme que j'aimerais bien, développer plus, donc c'est cool. Hop, D'abord, nous allons nous présenter. Nous sommes étudiantes de lettres modernes. Flavie, Nolwenn. et Aurore. Voilà. Et aujourd'hui, nous recevons Morgane Hortin du compte Instagram Amour Solitaire. Bonjour Morgane. salut tout le monde! Et donc, on va discuter, voilà, se poser des questions. On va parler de poésie, on va parler d'intimité, on va parler de culture, on va parler de tout ça entre nous. On va parler de tout ça entre nous. Super. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? On te voit bien, on Oui, c'est t'entend bon. Vous me bien. voyez bien? Nickel. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir en tant qu'ancienne étudiante de lettres modernes à Paris et pas à Nîmes. C'est un plaisir de pouvoir participer avec vous. Voilà, bon, en distance parce que la situation particulière, voilà. On porte nos masques puisqu'on est sur le site de la fac, donc, bien évidemment. On est masqué, mais on va essayer d'être le plus expressif possible, Oui, vraiment. On voit dans Voilà. les yeux. Voilà, on va essayer de sourire avec les yeux. On voit dans Voilà. les yeux. Voilà, on va essayer de sourire avec les yeux. De lettres et de pourquoi on discute avec Morgane. Donc notre licence, c'est la licence lettres modernes appliquées donc à l'université de Nîmes. Donc c'est une licence qui s'intéresse à l'histoire littéraire en dépassant la perspective en fait l'histoire est faite par les grands écrivains, voilà les grands noms que tout le monde connaît. On essaie de dépasser, enfin nos enseignants essaient de nous faire de déconstruire cette vision de la chose. On fait également de l'histoire du spectacle, on fait de la photographie, on parle des médias, on parle de l'édition, de l'enseignement. Et notre cours donc, dans lequel on s'est intéressé à Morgane, c'est l'analyse du discours. Donc le but c'est de s'intéresser aux mécaniques rhétoriques. Excusez-moi, petit problème technique. Qu'est-ce que c'est? Un problème de son? On me dit qu'on n'entend pas très bien là. Qu'est-ce que c'est? Un problème en même temps. On me dit qu'on n'entend pas très bien là. Qu'est-ce que c'est? Un problème en même temps. Petit problème technique, on arrive. On est là. Petit problème technique, on arrive. On est là. Petit problème technique, on arrive. On est là. Bon, très bien. Et donc l'analyse du discours. On s'est intéressé en fait pendant le confinement pour voir si il y avait. Est-ce que les gens communiquaient plus? Est-ce que les gens s'écrivaient des lettres pendant le confinement, pendant cette période très très particulière? Et de fil en aiguille, on en est arrivé au compte Amour Solitaire qui propose des ateliers d'écriture de lettres, voilà. Donc les lettres sont accessibles à tout le monde. Et surtout, il y a sur le compte des échanges de textos qui sont anonymisés et qui sont envoyés du coup à Morgane, qui les sélectionne, qui les publie. Et tout le monde peut donc les lire. Voilà. Et donc, ce qu'on s'est demandé, nous, c'est... Je fais juste une parenthèse, mais je crois qu'il y a un petit problème de son. Ouais, il y a un petit problème d'écho. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si vous avez des retours de votre côté concernant ce problème de son, mais on me dit qu'il y a énormément d'écho autant de votre côté que du mien. Ouais. Oui, nous aussi, on entend un contre-écho, effectivement. De mon côté, vous voulez dire? Non, ça vient de nous. Hein. Ah, d'accord. Vous voulez dire? Non, ça vient d'accord. de nous. Bon, pardon, c'était juste pour vous dire ça, mais. On est en train d'essayer d'accord. Ah, ok. Super. Ah, ok. Super. On va parler en mime en attendant. Ouais, on peut faire parler en mime pour des éviter de faire de mimes l'écho. On va apprendre sur le tas. Ah, ça a l'air d'être bon. Normalement, c'est bon. Confirmez-nous si... Alors,
alors je demande aussi de mon côté si ça va mieux. Ça a l'air d'aller mieux. C'est nickel. Ouais. Ah, super. Impeccable. Bah, parfait. Super. Donc, nous disions. Nous disions. Morgane, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Comme je disais, que j'étais très contente de venir discuter avec vous. En tant qu'ancienne étudiante de lettres modernes, je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec des étudiants et des étudiantes. Et surtout, je trouve ça assez cool de pouvoir parler d'amour solitaire dans un cadre universitaire. Donc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, c'est un peu la première question qu'on voulait te poser, c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand notre enseignante est venue te contacter, Madame Chabrier, quand elle est venue te contacter, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Eh bien, j'étais très heureuse parce que Amour solitaire est devenu un projet très grand public et très populaire. Et en fait, j'ai de moins en moins l'opportunité de pouvoir parler de toute la démarche littéraire qu'il y a derrière Amour solitaire, et notamment de postulats littéraires et poétiques qui animent tout le concept, et même concernant le positionnement vis-à-vis du genre épistolaire, de son renouveau par la voie numérique. Et en fait, je trouve ça vraiment super de pouvoir en parler dans un cadre universitaire parce que ça prouve aussi que le milieu de l'édition et le milieu de la littérature est en train de s'ouvrir à de nouvelles formes littéraires en dehors du livre. Et je pense qu'il y en a besoin, en fait, parce qu'il y a un passéisme très fort dans tout le milieu éditorial, dans le milieu littéraire, contre lequel moi je lutte, parce que je trouve que ça ne nous permet pas de regarder ce qui se passe aujourd'hui, et notamment d'un point de vue digital, par exemple. Et du coup, je trouve ça super bien de pouvoir parler de ce genre de projet dans un cadre universitaire auprès de personnes qui vont normalement révolutionner la littérature. La littérature, l'enseignement. Oui. Bah oui, c'est ça, oui, tout ça. Okay. Voilà. Et donc, tout d'abord, nous nous demandions comment t'es venue en fait l'idée de créer ce compte. Ce compte, je l'ai créé il y a maintenant 3 ans et demi, ou même 4 ans, il me semble. C'est une époque où je venais de tomber très amoureuse d'un garçon qui s'appelle Roméo. On s'envoyait plein de très très jolis messages, et j'avais peur de les oublier parce que c'était pas comme à l'époque du papier où on pouvait ranger toutes nos lettres dans un tiroir aux choses importantes. Alors, je faisais plein de captures d'écran. À l'époque, j'étais déjà obsédée par la mémoire, ma propre mémoire amoureuse. Sauf que, en réalité, c'était du pareil au même, puisque toutes mes captures d'écran finissaient noyées dans le flot de ma pellicule photo. Et donc, un soir de février, il faudrait que j'ouvre un lieu où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse. Et j'ai tout de suite pensé à Instagram parce qu'à l'époque, c'était vraiment le royaume de l'image, et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en y publiant que des mots, et exclusivement des mots. Et c'est ainsi qu'est né Amour solitaire sur un coup de tête total, c'est-à-dire que j'avais pas du tout prédit la suite, j'avais pas du tout prédit qu'il y ait des gens qui voudraient contribuer au projet. Je n'avais rien prédit de tout ça, et en fait, le fait est que, au fur et à mesure du temps, et assez rapidement, on a commencé à m'envoyer des messages, donc des messages d'amour qui n'étaient pas de moi. Et là, je me suis dit que le projet, c'était ça, c'était d'aller visiter d'autres intimités, parce que la mienne allait finir par être un peu restreinte avec le temps, et sans trop y croire, parce que je me disais quand même, pourquoi est-ce que des gens voudraient confier leur intimité avec des personnes dont ils ignorent complètement l'identité, et en plus pour être divulgué publiquement. Et au final, ça a marché. Et le premier message que j'ai publié sur Amour solitaire, qui n'était pas de moi, c'était moi au-dessus de toi, moi dans toi, moi le roi. À partir de là, j'ai publié quasiment que des messages qui n'étaient pas de moi, et aujourd'hui, je publie plus du tout mes messages. C'est exclusivement les messages des personnes qui contribuent au projet, et qui sont très, très nombreux parce que je reçois à peu près 500 messages par jour, je dirais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Et donc, toutes ces idées-là sont venues finalement naturellement, quoi. En fait, c'est assez organique tout ce qui se passe sur Amour solitaire, et c'est ça qui fait que le projet est quand même assez intéressant. C'est que on va dire que ma vision évolue et grandit en même temps que le projet grandit et évolue, et souvent je dois lui courir après parce qu'il va beaucoup plus vite que moi. Donc ça, c'est assez
Et c'est aussi le pouvoir d'Instagram, mais plus largement des projets numériques, c'est que on n'a pas forcément besoin de les réfléchir des centaines d'années avant de les lancer, parce que c'est numérique, parce que ça va vite, parce qu'en fait, même si ça va pas et qu'il y a un truc qui va pas, on pourra toujours le supprimer, et qu'on est aussi un peu dans une ère d'instantanéité. Donc sur Amour solitaire, c'est un peu ma manière de travailler, c'est de lancer les choses de manière spontanée et naturelle, et surtout d'écouter mon instinct, parce que jusqu'à présent, il ne m'a pas trop trompée, donc c'est assez chouette. Oui, c'est vrai que c'est important de suivre son instinct, son intuition, et c'est bien quand ça fonctionne naturellement comme ça, finalement. Et tout à l'heure, tu parlais de centaines de messages finalement que tu recevais par jour. On s'est demandé comment tu les sélectionnais, vu qu'effectivement, tu en as quand même vraiment pas mal. Alors déjà, il faut savoir que la quantité de messages que je reçois définit presque mon métier. C'est-à-dire que moi, je vois vraiment mon métier comme un métier d'archiviste. C'est-à-dire que je reçois des centaines de messages de textes chaque jour. Je les sélectionne à la manière d'une éditrice qui recevrait des manuscrits. Au final, je les sélectionne, je les classe, je les catégorise, je les renomme et j'alimente en fait des archives de l'amour depuis 4 ans. Aujourd'hui, j'ai plus, je sais pas, de 200 000 messages qui sont archivés dans ma base de données. Et donc, je vous imagine bien que faire une sélection pour publier un seul message par jour, c'est quand même un gros travail. Je ne saurais pas vous dire en termes de pourcentage combien ça fait, mais finalement, je publie très peu de tout ce que je reçois. Et je dirais qu'il y a 3 critères essentiels dans 3 critères éditoriaux. Le premier, c'est vraiment un critère d'accessibilité. Il faut que le message soit accessible et compréhensible par le plus grand nombre, sans avoir besoin d'avoir des éléments sur les épistoliers, ni sur le contexte d'écriture d'un message. Il faut que ce soit une matière brute qui puisse être lisible tout de suite. Le deuxième critère, c'est un critère de diversité, c'est-à-dire que ça me tient à cœur de montrer que l'amour, c'est pas que fleur bleue, c'est pas que romantique, ça peut être irrévérencieux, ça peut être drôle, ça peut être sexy, ça peut être mélancolique, ça peut être en colère, et surtout d'illustrer toutes les manières de s'aimer, toutes les sexualités, de ne pas être dans un discours hétéro-centré. Et le troisième critère, c'est un critère un peu magique et qui tient à ma subjectivité. Et je ne sais pas expliquer, mais quand un message me touche, il me touche. Et je suis sûre que si quelqu'un d'autre faisait la curation du compte Insta Amour solitaire, il ou elle aurait peut-être une toute autre sélection que la mienne. Donc forcément, il y a un peu de personnel qui rentre dedans et de sensibilité littéraire, même si j'essaie de faire une sélection la plus objective possible, on va dire. On est dans des métiers qui touchent quand même à des choses qui sont quand même assez subjectives, donc c'est pas toujours facile. Ça vient du cœur, quoi. Ça te touche, il y a écho et voilà, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Exactement. On voulait en lire quelques-uns, on en a sélectionné parmi les récents, hein, donc je pense qu'ils vont s'afficher sur l'écran normalement, le premier. Et qui illustre vraiment bien ce que tu dis, justement, le naturel, la spontanéité. Et c'est ça. Ça englobe en fait pas mal de choses de l'aspect amoureux, finalement, des moments taquins, des moments de joie, des moments un peu moins joyeux. On va les lire. Tu veux faire le bleu, tu veux faire le blanc? Oui, je peux faire le bleu si vous voulez. Alors on va lire le premier, donc c'est un échange. Et donc, raconte-moi comment tu m'aimes. Je t'aime à avoir l'impression que tout ce qui est dans le ciel ne sert qu'à t'éclairer. Donc un exemple. Un exemple. On les a sélectionnés parce qu'il y a ce phénomène aussi... Donc, moi, on connaît ton compte, on est abonné, et il y a vraiment des fois, moi, c'est ce que je dis, ça fait écho, tout simplement, ça fait... voilà, moi, il y a des messages, j'aurais aimé les écrire comme ça, ou les recevoir comme ça, aussi, hein, il y a de ça, des fois. Je pense que tu mets le doigt sur un truc qui est assez intéressant et qui, moi, m'intéresse beaucoup sur Amour solitaire, c'est que ça vient mettre en lumière une contradiction qui est que c'est tellement intime que c'est universel. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on s'envoie ce genre de message, que personne d'autre ne pourrait comprendre ce qu'on ressent, que ça ne nous appartient qu'à nous. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 900 000 autres personnes qui se sentent concernées, qui se sentent touchées par ces messages. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on vit tous les mêmes choses, mais ça veut dire qu'on est des humains et qu'on est traversés par plus ou moins les mêmes sentiments. Et c'est assez rassurant, finalement. Tout à fait. Et derrière ces échanges-là, quel est ton travail d'édition, finalement? Alors, je ne modifie jamais les textes. J'essaie de les garder les plus bruts possibles. Je corrige seulement les fautes d'orthographe. Okay.
Et voilà, et c'est une contrainte qui est difficile parce que parfois je me dirais ah là là, ça j'aimerais juste le changer, mais je ne le fais pas parce que je préserve finalement totalement les textes originaux et les impulsions de leurs auteurs. D'accord, et donc à travers ce compte Instagram, quelle est ta part d'éditrice et ta part d'influenceuse, puisque finalement tu es les deux? Ouais, c'est assez particulier finalement, on va dire, comme métier, parce que j'ai différentes casquettes et c'est parce que je suis sur une plateforme qui impose presque d'avoir différentes casquettes, mais je trouve ça assez intéressant. Je dirais même que j'en ai pas que deux. J'ai une première casquette vraiment d'archiviste, une deuxième casquette d'éditrice, une troisième casquette d'autrice et une dernière casquette d'influenceuse. Donc la casquette d'archiviste, je pense qu'on l'a bien expliqué. La casquette d'éditrice, donc je pense que mon travail éditorial commence dès que je commence à corriger les messages, à les classer, à faire un planning éditorial où je vais me dire tel jour je publie ça, tel autre jour je publie ça. Et on va dire que dans le cadre de l'Instagram, le travail éditorial s'arrête là. La casquette d'autrice, je la porte plus quand je travaille sur des livres. Et en fait, c'est une question qui est assez intéressante. C'est que donc là, j'ai sorti 2 livres Amour solitaire chez Albin Michel. Et ces 2 livres sont un roman épistolaire composé uniquement de messages que j'ai reçus sur Amour solitaire, que j'ai fait se répondre les uns avec les autres alors qu'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres pour reconstituer une seule et grande histoire d'amour. Et en fait, c'est une question qui est assez intéressante, c'est que moi, j'avais un gros sentiment d'illégitimité quant à ce statut d'autrice, parce que je ne me sentais pas autrice, parce qu'en fait, pour moi, c'était plus une performance littéraire que d'arriver à faire un objet littéraire en n'utilisant que les textes des autres, en me privant complètement de pouvoir écrire quoi que ce soit, donc aucune narration si ce n'est des dates, des heures et des chapitres. Et en fait, ça a été un gros travail avec mon éditeur de déconstruction, de me rendre compte aussi que ce travail-là, de collage presque, et pour raconter une plus grande narration, c'était aussi un travail d'auteur. Et ça a été assez long pour moi à trouver cette légitimité, parce que quand on pense à des auteurs, à des autrices, on est dans des schémas très codifiés de vraiment un auteur qui écrit un roman de A à Z, et moi j'étais complètement à côté en fait, parce que justement moi je m'étais fixé la contrainte de ne rien écrire moi-même, et donc ce qui fait que c'est un ovni littéraire aujourd'hui qui est un peu particulier, mais aujourd'hui j'arrive à avoir la légitimité enfin de dire c'est un travail d'autrice en fait, ça tient de la performance littéraire mais c'est un travail d'autrice. Et enfin la dernière casquette, c'est une casquette donc d'influenceuse, dans le sens où je travaille avec des institutions, avec des marques sur mon compte Amour solitaire, avec des associations aussi, mais j'essaie toujours de travailler sur des projets qui ont vraiment du sens pour Amour solitaire, qui ne trahissent pas le projet. Et en fait, finalement, c'est assez cool parce que les marques, les institutions, quand elles viennent me voir, comme Amour solitaire, c'est quand même un compte Insta qui est hyper particulier. Je veux dire, il ne ressemble pas du tout au compte d'influence qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Donc, ils sont obligés de partir sur des projets très créatifs en fait pour travailler avec Amour solitaire, ce que je trouve assez chouette. Et en fait, moi, depuis 4 ans, je tiens vraiment à respecter l'ADN du projet, c'est-à-dire que je n'ai jamais quasiment fait aucun post en dur sur le feed Amour solitaire qui ne soit un message. Quasiment jamais. En tout cas, j'ai jamais fait un post pour une marque, par exemple. Donc, j'essaie vraiment de laisser le projet le plus pur possible, qu'il soit complètement, presque complètement pur de marque. Et en tout cas, quand c'est le cas, que ça ne prenne pas autant d'importance qu'un message, par exemple. D'accord. Oui, donc effectivement, oui, c'est vraiment... tu vois, là, tu modifies pas, tu laisses les choses au naturel et même au niveau... des délais de publication, comment tu gères cela? Parce que c'est vrai que... Tu as parlé de planning. Oui. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la question qui fâche parce que c'est énormément de retard. Par chance, j'ai une stagiaire qui s'appelle Rim qui m'a aidée ces derniers mois et qui m'a vraiment aidée à rattraper mon retard parce que, pour vous donner une idée, j'avais plus d'1 an et demi de retard sur la lecture des messages qu'on m'envoyait.
Donc là, actuellement, j'ouvrais les messages qu'on m'avait envoyés il y a plus d'1 an et demi. Donc elle m'a aidé à rattraper le retard, mais toujours est-il que, en fait, il faudrait, je sais pas, 3 personnes à temps plein pour lire les messages en temps réel et pouvoir alimenter la base de données en temps réel, ce qui n'est pas du tout mon équipe parce que je suis de nouveau toute seule. Donc j'essaie constamment de rattraper mon retard sur la lecture des messages et je ne respecte aucun ordre chronologique dans la publication. C'est-à-dire que parfois, ça dépend vraiment de mes humeurs. Parfois, je vais relire un message que j'ai enregistré il y a 2 ans et que j'avais jamais voulu publier jusque-là. Et là, je me dis, ah bah tiens, il est pour ce soir. Donc, depuis peu, j'essaie de me professionnaliser. C'est-à-dire que j'essaie de tenir un vrai planning éditorial avec vraiment, en me disant tel jour je publie ci, tel jour je publie ça. Mais honnêtement, je ne suis pas très scolaire. Donc, ça part souvent en freestyle. Oui, à l'improvisation, quoi. Oui, et puis finalement, des fois, c'est bien aussi de faire au feeling et non pas de s'astreindre. Tant que c'est fait avec le plaisir, je pense que c'est le plus important, finalement. Tout à fait, mais ça marche parce que je travaille toute seule sur le projet. Quand j'aurai vraiment une équipe qui m'aidera vraiment à l'édition, ce sera plus possible parce que ce genre d'organisation un peu chaotique, il n'y a que toi qui peux la suivre. Après, quand tu dois travailler en équipe, c'est plus compliqué, quoi. Alors, on a Supa Mustang sur le chat qui nous demande quelle a été la genèse des stories boîte à secrets. Merci. Ah, bah ça me fait plaisir qu'on en parle. Alors, pour vous expliquer un petit peu, il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, j'étais dans le train qui rentrait de Marseille. Je rentrais chez ma mère et je m'ennuyais. Et donc, j'ai fait une story « Confiez-moi un secret ». Et j'avais rajouté un peu bêtement du croustillant parce que je pensais qu'on allait me raconter des potins ou des ragots qui allaient me faire penser à autre chose durant tout le trajet. Et j'ai posé mon téléphone quelques minutes et en fait, quand je l'ai repris, j'ai été impressionnée déjà par le nombre de secrets que j'avais reçus et surtout je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout été pris au 2e ou au 3e degré et ça n'était pas du tout des potins ou des ragots, c'était de vrais secrets. Donc tout à coup j'ai été confrontée à une nouvelle masse textuelle hyper intime dans un autre registre encore que le registre amoureux. Et en fait, tout de suite, ça a été très, très émouvant, pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui ont assisté à cette boîte à secrets, parce qu'en fait, personne n'avait la même définition d'un secret ni la même expérience. C'est-à-dire que ça allait de hier, j'ai fumé mon premier joint et je me suis fait courser par les flics, à ma mère m'a demandé de l'aider à partir quand j'avais 16 ans, elle était très malade. Et donc, on est passé vraiment par tout un tas d'intensités émotionnelles différentes. Il y avait des secrets heureux, il y avait des secrets tristes, il y avait des secrets que moi je trouvais très graves, des secrets que je trouvais très légers. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est fou, qu'est-ce qui fait le secret en fait? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est social? Pourquoi est-ce que quelque chose est un secret pour Julie et ne l'est pas pour Aurore? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et en fait, c'est une expérience que j'ai menée plusieurs fois parce que je trouvais ça très très intéressant sans savoir trop ce que j'allais en faire, mais déjà je voyais que ça faisait énormément de bien et aux gens qui se confiaient et aux gens qui lisaient, parce qu'en fait il y avait encore une fois le même phénomène qui se passait sur Amour solitaire de on se retrouve les uns dans les autres. Et en fait au fur et à mesure je me suis dit que ce projet avait beaucoup de sens avec Amour solitaire parce que ça parle de l'intime en fait et d'à quel point on peut se retrouver dans les autres et à quel point c'est un exercice aussi de modestie et de pas vers l'autre, d'essayer de comprendre les autres et surtout de se livrer, de libérer sa parole, d'arriver à parler de choses dont on ne parle pas. Et en fait, depuis maintenant 1 an, je fais passer des entretiens téléphoniques à des personnes que je ne connais pas et qui m'ont confié leurs secrets pour qu'elles me racontent vraiment toute l'histoire de leurs secrets, que j'essaie de comprendre pourquoi le silence en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Comment on fait pour ne pas parler? Quand on décide de parler, qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on est confronté? Qu'est-ce que c'est les répercussions du silence? Comment est-ce qu'on vit quand on a passé des années à se taire sur quelque chose qui nous est arrivé? Et ça va être l'objet de mon prochain livre qui sort en novembre. Et en fait, à la suite de tous ces entretiens, j'ai décidé de faire la même chose dans ma famille. Donc c'est un livre qui est assez personnel. Ah oui, parce que justement, on se demandait s'il y avait de nouveaux projets en cours. Donc là, par exemple, ça en fait partie. Et c'est vrai que ce soit les messages sur ta page ou là le projet, finalement, je pense que c'est des choses qui, effectivement, de base, on les garde en nous, des mots, des histoires. Et le fait que tu les republies, énormément de personnes se rendent compte et qu'on est tous touchés finalement par des choses communes. Et je pense, pour en avoir discuté avec les filles,
en regardant un soir, un matin, ta page, à chaque fois on a des frissons, on est touché, alors que finalement les messages ne sont pas directement dirigés vers nous, mais malgré tout on se sent concerné, on s'imagine des choses, il y a vraiment tout un travail imaginaire après qui se fait, et super intéressant. Et en fait avec les secrets c'est d'autant plus intéressant que parfois on peut être touché par des secrets qu'on n'a jamais vécus, mais je pense que même si on n'a pas vécu la même histoire, c'est juste l'expérience du silence et de la parole qui nous permet de nous reconnaître en fait dans l'expérience de quelqu'un qui n'est pas la nôtre. Et au final, je pense que c'est ça la puissance d'Amour solitaire, et que parler d'amour, c'est un prétexte pour parler de ça en fait, de l'intime, et d'à quel point on est tous connectés les uns avec les autres dans nos expériences intimes et dans tous nos silences. Oui, en même temps, c'est très intime, et en même temps, le compte Instagram avec beaucoup de personnes qui te suivent, le fait que ce soit... Même Instagram, c'est pas censé être quelque chose un réseau social très intime. Et le réseau social, par définition, c'est pas intime. Tout à fait. Mais ça mélange les deux, en fait. Mais de plus, j'ai l'impression que Instagram s'ouvre à l'intime quand même. Que ce soit par des comptes militants ou autres, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de thématiques de l'intime qui se développent de plus en plus. Et je pense que c'est le revers intéressant de la superficialité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très superficiel sur les réseaux sociaux, mais je trouve qu'Instagram a su développer aussi des projets plus intimes et plus intéressants. Et je trouve que c'est quand même la puissance de cette plateforme, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que comme tu dis, de base, on mettait beaucoup en avant les femmes... ou même les hommes, les influenceurs bien en forme, bien tout beau en fait, bien foutu pour dire vulgairement, et tout beau. Et c'est vrai que de plus en plus on se sert des réseaux sociaux aussi pour montrer que finalement on est tous humains, on a des défauts. On voit régulièrement par exemple des femmes enceintes qui en sortant de l'hôpital montrent leur ventre, et c'est vrai que de plus en plus il y a des causes qui sont défendues, ouais. Tout à fait, et je pense qu'Instagram est une très bonne plateforme pour les projets littéraires d'ailleurs. Je pense que souvent quand on me demande, quand on me dit moi j'adore écrire, est-ce que tu as des conseils à me donner ? Mais moi, c'est publier sur Instagram, quoi, parce que franchement, c'est un super bon outil qui a de plus en plus de textes qui arrivent sur Instagram, que c'est plus seulement une plateforme de l'image, et que je pense que les nouvelles révolutions littéraires, elles vont passer par ce genre d'outils, par ce genre de plateforme, avec des projets qui vont être alternatifs, qui vont être plurimédias, qui vont être interactifs, et je pense que c'est un peu le futur aussi de la littérature, et qu'il faut embrasser et pas rejeter parce que c'est pas dans nos livres, c'est pas le parcours élitiste qu'on nous avait promis, ce genre de choses. On avait vu, j'avais regardé un peu France 2, je sais pas si tu avais vu qu'ils avaient parlé de ton compte, c'était sur France Matin, qu'ils avaient dit que c'était un compte coquin. Voilà. Hey, c'est marrant. T'avais pas vu ça? Un compte avec des textos coquins, mais c'est vrai que ça nous amène à se demander comment un compte Instagram comme le tien peut devenir un réel objet littéraire en fin de compte. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Et je pense que je devrais toujours me battre pour la légitimité du projet littéraire qu'est Amour solitaire, parce que c'est né sur Instagram, et parce que les gens qui donnent la légitimité littéraire ne sont pas adeptes d'Instagram. Par exemple, je vais pour le livre, donc bien sûr, moi, très rapidement, j'ai pensé à en faire un livre parce qu'il y avait quand même une très belle matière, et qu'Instagram, ça devenait un peu étroit. Mais j'avais pas envie de faire un simple best-of des plus beaux messages publiés sur Amour solitaire. J'avais vraiment envie qu'il y ait une approche éditoriale différente et un travail d'auteur vraiment sur les messages et sur la narration. Donc, ça a donné ce dont on s'est parlé tout à l'heure. Mais pour vous donner une anecdote qui est assez intéressante, c'est quand le livre est sorti, il y avait beaucoup de libraires qui ne comprenaient pas en fait, qui pensaient que ça venait seulement d'Instagram, et que du coup c'était pas vraiment un livre littéraire. Pourquoi est-ce qu'on le rangerait au rayon littéraire alors que c'est une influenceuse qui l'a écrit, et en fait ça a fait réfléchir au statut de ce que c'est un objet littéraire. En fait, moi j'ai toujours été convaincue que ça avait un statut d'objet littéraire, tout comme chaque SMS pour moi était un objet littéraire. Mais ça, c'est dur à faire entendre. C'est très, très dur parce que le milieu littéraire est un milieu mélancolique, quoi, où on se dit, oh là là, c'est tellement mieux avant, quand on s'écrivait sur le lettres, puis les jeunes, ils savent plus écrire de toute façon, ils s'envoient que des messages.
ils s'envoient que des images. Et en fait, c'est tellement faux, quoi. C'est-à-dire que on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Les SMS, les mails, les discussions instantanées. Alors d'accord, on ne prend plus une feuille, un papier pour s'écrire, mais en fait, la seule chose que ça change, c'est un rapport au temps. On est dans l'instantanéité, la spontanéité. On lit énormément aussi. Je veux dire, on ne lit pas forcément toute la journée des livres, mais on lit des actus, on lit des choses sur nos réseaux sociaux. On lit beaucoup de choses, en fait, tous les jours. Et surtout, on écrit bien, quoi. Enfin, je veux dire, la grosse surprise quand même d'Amour solitaire, c'est de se rendre compte que putain, on écrit bien, vraiment, quoi. Et en fait, dès qu'il s'agit d'amour, n'importe qui devient poète ou poétesse. Et il y a quand même un truc qui a, pour moi, par essence, une qualité littéraire, mais c'est encore un combat de le montrer et de le démontrer. Mais moi, je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'on est aussi à l'aune d'une révolution, quoi, où il faut arriver à orienter le regard d'une manière différente et à être dans un discours anti-élitiste. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais ça fait son chemin au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis contente de voir que les livres Amour solitaire sont rangés au rayon littérature, par exemple. Mais c'est difficile aussi parce que le genre épistolaire, ça a toujours été un genre délaissé. Autant par les critiques que les universitaires, que les éditeurs. D'ailleurs, on le voit, la plupart des correspondances, c'est toujours des correspondances intégrales qui sont publiées. Donc, il n'y a aucun travail de sélection. Donc, tu as vraiment la correspondance de A à Z d'un auteur donc, qui passe par toutes ces complaintes, ces trucs de thunes, de rendez-vous manqués, enfin des choses du quotidien que tu n'as pas forcément envie de lire, à part si tu es spécialiste de Proust et que tu vas avoir envie de savoir précisément tes journées. Et en fait... je pense aussi que tout ça vient de là, c'est que déjà le genre épistolaire était un genre qui était un peu délaissé, qui revient un peu sur le devant de la scène depuis quelques années parce qu'on a eu Mitterrand, parce qu'on a eu Camus et tout. Mais du coup, c'est pour ça aussi que Amour solitaire, c'est pas toujours facile de lui accorder un crédit littéraire déjà parce que le genre épistolaire était délaissé. Et là, en plus, c'est un genre épistolaire, mais en plus, c'est par des anonymes, en plus, c'est des SMS, donc je cumule. Il y a des gens qui ont comparé ton livre dans les discussions que tu as pu avoir à Liaison dangereuse ou pas du tout ? Oui, ça m'est déjà plusieurs fois arrivé et en fait, ça me fait plaisir parce que moi, je voulais vraiment qu'on en parle comme d'un roman épistolaire parce que pour moi, c'était vraiment ça et que la seule chose qui changeait, c'était le médium, quoi, que c'était pas du papier, mais que c'était un SMS et que ça avait une valeur littéraire. Et je pense que c'était un peu un passage obligé que d'en faire un livre pour montrer ça. Justement, vous demandez, est-ce que le fait de publier ce livre, ça t'a permis de légitimer ta page Instagram auprès de ton public ? Enfin, pas de ton public, mais d'un certain public, oui. Un certain public qui aurait dit oui, Instagram, voilà, mais un livre Tout à fait. Et surtout, ça a permis à plein de gens qui n'allaient pas sur Instagram de découvrir le projet. Parce que le livre étant en librairie, il y avait des gens qui n'allaient peut-être pas forcément sur Instagram, qui tombaient sur le livre et qui découvraient le concept. Et en fait, j'ai eu pas mal de personnes en dédicace qui étaient un peu plus âgées que ma communauté, qui venaient me dire « c'est super en fait, t'es trop bien, c'est rafraîchissant ». Donc oui, de plus en plus, j'ai l'impression que ça acquiert ses lettres de noblesse, même s'il reste toujours des détracteurs qui vont dire que de toute façon, c'est pas un travail d'autrice, que c'est pas normal de signer le livre alors que c'est des textes d'autres personnes. Enfin, voilà, il y a plein de points de vue qui se confrontent au projet, mais que je trouve intéressant parce que le projet est complexe en fait, et il est assez nouveau et c'est normal que ça soulève des interrogations. Oui, donc sûrement que certaines personnes qui n'allaient pas avoir Instagram et qui n'allaient pas... Donc, regarder des photos, aller sur ton site. En publiant ce livre, ça a aussi permis d'intégrer un nouveau public qui n'était pas sur les réseaux et qui maintenant s'y sont intéressés finalement. Exactement, tout à fait. C'était vraiment une autre porte d'entrée au projet et qui était hyper intéressante finalement. Et moi, ça m'intéressait aussi d'avoir l'avis des gens qui n'avaient pas découvert le livre par Instagram parce que du coup, c'était vraiment une découverte totale. Donc, c'était aussi très intéressant. On va peut-être retrouver nos grands-mères sur Instagram. Peut-être, pourquoi pas. Tout à fait. C'était mignon d'ailleurs. Il y a pas mal de grands-parents qui ont lu le livre et à qui ça a plu. Donc ça, c'est super. Un côté transgénérationnel parce qu'au final, même si c'est des messages, le contenu est transgénérationnel parce que l'amour, ça traverse les siècles, ça traverse les âges, ça touche toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur lieu de vie. Donc il y a un truc très fédérateur. C'est juste finalement fait pas forcément de la même manière, mais on est tous touchés par les mêmes choses, l'amour, ce genre de choses, quoi. Tout à fait.
Et on a une question à nouveau dans le chat qui demande pourquoi le roman épistolaire pour le livre et pas un recueil de poésie, car beaucoup de SMS ressemblent à des poèmes. C'est très intéressant comme question. C'est parce que je ne voulais pas dénaturer la nature des textes. Et je pense que... Alors, il y a des SMS qui peuvent être à la fois des lettres et des poèmes, mais par leur médium, ça reste des lettres avant tout. Parce que c'est un texte qui est écrit d'une personne pour une autre personne. Alors après, on peut choisir une forme poétique, on peut choisir une forme plus narrative, mais le fait est que je pense que la nature première des messages, c'est un format épistolaire, c'est une nature épistolaire. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans le roman épistolaire, à la différence d'un recueil de poésie, c'est que ça me permettait de créer une narration. Et que pour moi, c'est ça qui était excitant. C'était de me dire comment, avec toutes ces mini-lettres, je peux arriver à raconter une seule histoire. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a toutes et tous des manières d'écrire différentes. Est-ce qu'en prenant plein de manières d'écrire différentes de centaines de personnes différentes, on peut arriver à rentrer dans deux personnages, à s'attacher à deux personnages, à les définir, alors même qu'ils ont été définis par des centaines d'autres personnes. Et pour moi, c'est ça qui était intéressant dans mon approche littéraire du livre, et c'est pour ça que j'ai préféré considérer les messages comme des lettres plutôt que comme un simple recueil de poèmes, on va dire. Et je pense que l'enjeu c'était vraiment d'arriver à créer une narration et arriver à faire nous attacher à deux personnages qui sont en fait plus fictifs que jamais pour le coup, parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont derrière eux. Oui, c'est deux personnages dans lesquels il y a des milliers de personnes finalement. Exactement, honnêtement, quand j'ai écrit le premier chapitre, je me disais vraiment que ça allait être incompréhensible. Parce que moi, par tellement de différences. Et en fait, je l'ai fait lire à quelques amis en leur disant non mais dites-moi honnêtement, parce que je pense qu'on n'y comprend rien. Et ils étaient en mode mais pas du tout. Enfin, c'est fou à quel point on l'oublie complètement. Et je pense que ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça marche, mais ça marche. Sûrement parce que comme tu disais, finalement on est tous pareils et on ressent les mêmes choses. Et même si des fois la manière dont on dit les choses diverge, le fond reste le même, quoi. Exactement, ouais. Et l'enjeu pour moi, c'était vraiment d'arriver à raconter une histoire que j'avais envie de raconter avec une matière déjà existante. Donc parfois, j'avais tellement envie d'écrire un message en disant voilà ce que j'ai envie qu'ils lui disent, mais non, il fallait attendre de recevoir un message qui pourrait correspondre. Et c'est pas mal aussi de créer sous contrainte comme ça. Mais c'est vraiment, moi je sais que c'est le vrai ressenti qu'on a eu au cours de l'étude. Moi je sais que j'ai vraiment ressenti ça. C'est un échange intime à deux qui devient un texte universel que vraiment tout le monde peut comprendre et ressentir. C'est vraiment ce ressenti que j'ai eu, et tu confirmes que c'est également ce que tu ressens, mais ça, il y a une vraie valeur de catharsis derrière, ça aide en fait. On s'y reconnaît, on est touché, on va tous avoir soit des frissons, soit des larmes aux yeux. Donc le fond, la forme et le ressenti nous unit dans tout ça. Ouais, c'est exactement ça, ça réconcilie un peu avec l'humanité. Et du coup, encore une question dans le chat, c'est est-ce que la série a été inspirée du roman? Alors, très bonne question, ouais. Alors, en fait, le tome 1 d'Amour solitaire a été adapté en web-série par Arte et France TV Slash. Et tout à fait, ça a été largement inspiré du roman, même si, en fait, on a repris toute la trame du livre, même si en fait un scénariste a travaillé dessus et donc a dû réécrire parce qu'en fait moi c'est un truc que je découvrais totalement parce que je viens pas du tout de l'audiovisuel, j'ai jamais écrit de série, j'en ai jamais réalisé, j'en ai jamais produit, et en fait je me rends compte que adapter un livre en série, c'est vraiment un travail tout autre que le livre. C'est-à-dire que tu as besoin de beaucoup plus d'arches narratives qu'il n'y en a dans le livre, tu as besoin de nourrir. Là, en fait, dans le livre, nous, on a les deux amoureux qui sont Maud et Simon. Alors attention, ils ne s'appellent pas comme ça dans le livre. Dans le livre, j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas du tout nommables parce que j'avais juste envie de jouer sur ce côté très universel et avec lequel on pouvait projeter ce dont on avait envie. Donc pour la série, ils s'appellent Maud et Simon. Et donc pour la série, par exemple, on a dû reconstituer leur entourage. On a dû se dire, ok, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quel âge ils ont. Toutes les questions que moi j'avais laissées volontairement de côté dans le livre parce que je ne voulais pas incarner les personnages. Je voulais juste être dans l'échange pur sans qu'on puisse vraiment leur donner chair. Et ça, c'était vraiment
le plus important, je pense, dans la série, d'incarner les personnages, de les ancrer dans des vies. Et donc, la première réunion qu'on a faite, c'est vraiment, on s'est posé autour de la table et on s'est dit, OK, bah, lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Simon, d'accord, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a quel âge? Il s'habille comment? C'est quoi ses potes? Il va où en soirée? Il mange quoi? Et donc, pour moi, c'était hyper difficile, en fait, parce que je savais pas. Et que du coup, toi, tu as composé un livre et tu te retrouves confronté aussi aux avis des autres personnes qui travaillent dessus et qui vont te dire, bah, pour moi, Maud, elle est comme ça, Simon, il est comme ça. Et toi, tu te dis, bah, non, c'est pas vraiment le cas. Et au final, la vision, elle se définit progressivement et ensemble. Donc oui, ça a été largement inspiré du tome 1. Voilà, c'est en fait, pour la série, tu as dû construire, enfin, vous avez dû construire avec l'équipe une dimension supplémentaire qui est nécessaire à la mise en image que l'on peut voir dans une série. Voilà, c'est un langage visuel et non plus un langage écrit. Et donc, du coup, voilà, c'est toute cette réflexion qui a dû être faite derrière pour construire une série, tout simplement. Ça a dû être un sacré travail. Ça a dû être un sacré travail. Et scénariste, c'est un vrai métier. Moi, j'aurais jamais pu le faire. Je n'aurais jamais pu réécrire le livre pour une série. Je pense que c'est vraiment, c'est hyper particulier, quoi. Tu as vraiment besoin de connaître les codes des séries, des épisodes, de ce qui doit se passer dans un épisode pour tenir aussi en haleine jusqu'au prochain épisode. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion qui, pour moi, était passionnante, quoi, vraiment. Oui, il faut qu'il y ait du suspense, faut qu'il y ait quelque chose qui attire effectivement l'auditeur. Tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vas-y. Ça a été quoi, du coup, ton rôle dans la création de la série? Ton implication? Bah, c'est une bonne question parce que c'est un rôle qu'on a mis du temps à définir. Moi, j'avais peur de lâcher le bébé parce que Amour solitaire, c'est toujours peur quand quelqu'un arrive et qu'il veut faire un truc et que moi, je ne sais pas trop quel est mon rôle. Mon rôle, ça a été un rôle de consultante, c'est-à-dire que j'ai été là à toutes les étapes de la série. Et mon rôle, c'était de dire si oui ou non ça respectait l'ADN d'Amour solitaire. Et donc, j'étais un peu une garante, on va dire, de l'environnement et de l'ADN d'Amour solitaire. Donc, j'ai été là au casting, j'ai été là aux différentes versions du scénario, j'ai été là pendant le tournage. La seule étape à laquelle j'ai pas été, c'est le montage, parce que bon, au final, j'étais pas du tout experte dessus, mais j'ai appris plein de choses c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment une expérience particulière. Et encore une fois, tu vois un objet littéraire se mouvoir d'une manière différente. Là, tout l'enjeu, c'était aussi comment est-ce qu'on montre les messages à l'écran. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie que ce soit hyper interactif, en fait, et que ce soit immersif, c'est ça que je veux dire. Donc, on avait 2 diffuseurs qui étaient France TV Slash et Arte. Et pour les 2 diffuseurs, on avait des formats différents. Donc, chez Slash, c'était filmé d'une manière très traditionnelle à la caméra. Et en fait, pour la version Arte, c'est les acteurs qui filmaient directement avec leur téléphone qu'on avait hacké. Et donc, c'est hyper alternatif du coup, parce que c'est pas forcément très photogénique, parce que parfois, il va poser le téléphone sur la table, donc on va filmer le plafond. Mais du coup, ça nous permettait vraiment d'être dans la poche vraiment des acteurs et quand ils recevaient les messages, d'être directement dans le téléphone. Donc, il y avait un truc très familier qui est le téléphone et à la fois un truc qui te tient en haleine, quoi, parce que tu vois direct quand il y a la notif, tu as vraiment le point de vue du téléphone, donc de l'acteur, et ça, c'était assez chouette, je trouvais. C'est original, ouais. Oui, c'est original. Filmé, ouais. Très Amour solitaire. C'est ça. Ça, mais j'imagine qu'en plus, il y a... vu que tu viens du monde de l'édition, je pense que tu es au courant également de tout ce qui est droit de regard. Parce que là, c'est un objet très particulier, c'est pas... Est-ce que c'était le même, comment dire, pas processus, mais ton droit de regard, en fait, est-ce que c'est équivalent au droit de regard que peut avoir un auteur sur une adaptation en film? C'était vraiment le même cadre, on va dire, éditorial ou... Oui, alors, je crois que je n'avais pas de droit de veto, moi. Ah. Dans mon contrat. Mais le fait est que la personne qui produit la série est une amie et que du coup, on a marché en bonne intelligence et que jamais elle n'aurait fait ça parce qu'elle voulait que ça me plaise et tout ça. Mais les contrats dans l'audiovisuel, c'est rude. C'est rude. C'est beaucoup plus rude que les contrats éditoriaux et tout ça. Donc, il y a beaucoup de... On va signer un truc et après, comment ça se passe dans la pratique, il y a toujours en général une marge de manœuvre un peu différente. Oui, forcément. Ça, du coup, vu que c'était une amie, vous avez fait ça en bonne entente. Elle a respecté que c'était ton bébé à toi quand même. Ouais, et puis bon, une amie, mais juste une personne bienveillante en fait. Parce que je pense que
tout le monde a gagné finalement de respecter le travail des uns et des autres, donc ça s'est fait de cette manière-là. Mais c'est vrai que les contrats audiovisuels sont assez rudes, si on parle de contrats en termes purs, quoi. Et alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait auparavant, mais au niveau de ta popularité, parce que quand même on peut parler de popularité... 1 million. Oui, 1 million à peu près d'abonnés. Et toi, ça te fait quoi? Et sur ton travail? Ça a été hyper bizarre pour moi. Ça m'a dépassée en fait au départ parce que tout allait très très vite. Et en fait, c'est allé vraiment très vite. C'est-à-dire que c'était un petit compte confidentiel où j'avais pas beaucoup de gens dessus. Et en fait, je crois qu'en 3 semaines, j'ai dû passer genre de 3 000 abonnés à 40 000 abonnés d'un coup. Ça a été Ah oui. Le premier gros coup, L'amour solitaire, qui a été, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la presse. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque où j'étais un peu la coqueluche de la presse, ça leur plaisait, c'était un projet qu'ils n'avaient pas trop vu ailleurs. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'articles, c'était assez fou. Je pense que j'ai vraiment connu ce que c'est le buzz. C'est-à-dire que j'actualisais Google et j'avais, je sais pas, chaque heure un nouvel article qui tombait sur Amour solitaire, et ça c'était assez fou. Donc tout de suite le projet a été très très exposé, mais moi c'est un truc dont je me suis rendu compte qu'à la sortie du premier livre, parce qu'en fait jusque là moi je n'incarnais pas du tout le compte, c'était très anonyme, donc on savait pas qui il y avait derrière. Quand le premier livre est sorti, j'ai dû faire de la promo, donc j'ai dû parler en mon nom, me montrer et tout ça. Et en fait, quand le livre est sorti, c'est la première fois que je rencontrais vraiment les gens dans la vie. Et là, moi, ça m'a mis une claque. Parce que autant sur Insta, on peut voir un nombre d'abonnés et avoir des échanges avec des gens. Mais en fait, quand j'ai fait le lancement du premier livre, je me suis vraiment rendu compte de l'engouement qu'il y avait autour du projet. C'était fou. Il y avait des gens qui venaient me voir, qui pleuraient, qui me prenaient dans leurs bras. Et ça, c'était hyper... je sais pas, c'était trop bizarre pour moi. C'est-à-dire que je ne savais pas trop comment me comporter. Je trouvais ça hyper bizarre. À la fois, je me sentais aussi un peu dépossédée de mon projet parce que tout le monde avait tellement d'attentes sur le projet que j'avais peur de plus les satisfaire en fait. Et d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais créé des attentes et que je devais rendre des comptes aussi maintenant. Et ça, c'était assez stressant et à la fois, bon, c'était incroyable, c'était trop beau. C'est-à-dire que de voir que tu fais autant de bien aux gens et que les gens te suivent tellement dans ce que tu fais, te soutiennent et tout, c'était vraiment... Mais j'ai eu une période d'adaptation. Parce qu'en plus, moi, je suis vraiment une hypersensible et pour moi, c'était beaucoup en fait. Dès que je faisais des dédicaces, je pleurais tout le temps parce que les gens étaient tellement émus que je pleurais avec eux, j'arrivais pas à... L'engouement collectif. Aussi, c'est des choses qu'on apprend, que j'ai appris à gérer parce que en fait, émotionnellement, il fallait aussi que je me protège un peu parce que c'était hyper intense, même si c'est que des bonnes choses et tout. Il y a quand même tout un truc à tenir et qui est assez incroyable, mais du coup, c'est quelque chose que je vis très bien aujourd'hui. J'ai de la chance de n'avoir que très très peu de détracteurs et de haters, ce qui est assez rare sur Insta. Donc ça, je suis contente et tant mieux parce que franchement, c'est... quand c'est des projets qui nous ressemblent tellement, c'est dur de mettre de la distance et de se dire ça me touche pas. Mais je pense que c'est un travail que je mène encore aujourd'hui et qu'il faut mener et il faut se détacher et il faut arriver à se dire voilà, si ça arrive chez des gens que je connais pas et puis c'est comme ça. Mais autrement, c'est que du positif, quoi. C'est hyper cool. Je reçois des magnifiques messages de personnes qui me disent qu'Amour solitaire a fait dans leur vie et je trouve ça génial. Donc en même temps, du stress, la pression de bien faire. Et en même temps, beaucoup de bonheur, parce qu'effectivement, quand on voit que ça plaît, ça peut que toucher en bien, quoi. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même générateur de beaucoup de stress, bizarrement. Et c'est un truc que j'aurais pensé dire dans ma vie, ça peut paraître un peu pédant, mais franchement, c'est pas le cas. C'est vraiment... en fait, quand tu crées un petit projet qui touche à ton intimité et que ça devient si gros, en fait, c'est difficile de se couper des attentes des gens pour faire toi ce que tu as envie de faire. Et je pense que c'est... Moi, le plus gros truc auquel je suis confrontée aujourd'hui, c'est de me dire sinon tu restes paralysée. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent jamais de nouvelles choses. Ils veulent toujours des choses qu'ils connaissent. Et c'est quand ils s'habituent à une nouvelle chose qu'ils se disent ah ben putain, c'était trop bien, c'est trop cool que tu aies fait ça. Mais du coup, ça demande beaucoup de... Il faut avoir énormément confiance en soi, en fait. Et c'est un truc qu'on ne perçoit pas trop parce qu'on a l'impression que quand un projet marche, tout est facile. Mais je pense qu'au plus un projet marche, et au plus il faut avoir confiance en soi pour arriver à proposer des nouvelles choses et prendre des risques et continuer à suivre son instinct. Oui, et puis tu parles de confiance en soi. C'est vrai que quand là, c'est quand même le reflet de ton intimité. Donc si
Donc quand on va te faire des commentaires, que ce soit bon ou un peu moins bon, forcément ça va te toucher à toi directement. Donc c'est important que effectivement tu te protèges aussi dans tout ça. Tout à fait, c'est hyper important. Surtout que les gens, en fait, quand ils voient des si gros comptes à près d'1 million d'abonnés, ils se disent pas en fait que y a juste des personnes, une personne normale en fait, comme eux, qui l'alimentent derrière. Et parfois, il y a une violence qui est tu te dis vraiment, les gens, ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte que c'est hyper violent, que c'est hyper dur. Mais après, moi, je suis super bien entourée. J'ai un manager qui s'occupe bien de moi. J'ai un éditeur qui s'occupe bien de moi. Donc, c'est aussi un travail d'arriver à mettre à distance ça et à pas trop y accorder d'importance et à avancer. Mais encore une fois, moi, je suis hyper préservée avec tout ça. Ouais, c'est important. Mais du coup, on se demandait si... Oui. Vas-y. S'il y a certaines choses que tu t'autorisais ou justement que tu t'interdisais par rapport à ton compte, par rapport au public grandissant. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses que je m'interdis ou que je me refuse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris conscience que ma parole avait du poids et qu'il fallait faire attention à ce que je disais. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui sont montés après Amour solitaire et qui donc soit reprennent le même concept, mais bon, ça, il n'y a pas de souci, mais qui vont reprendre par exemple exactement les mêmes messages et qui ne vont jamais demander l'autorisation et qui ne vont jamais créditer. Et en fait, il y avait notamment un compte qui m'avait un peu agacée parce qu'il faisait ça à longueur de temps et qu'il ignorait totalement mes messages. Et j'avais fini par lui dire, en fait, si je te dis ça, c'est pas par ego ou quoi que ce soit, mais c'est juste que les gens me confient leurs messages à moi et c'est dans un cadre... un contrat de confiance et en fait c'est pas fait pour qu'il soit diffusé partout sans aucune source, sans aucun crédit, sans aucune demande d'autorisation et tout ça. Et en fait je crois que j'avais été contrariée parce qu'il supprimait tous mes commentaires et qu'il continuait sans cesse et que c'était hyper chiant et que c'était un gros compte en plus et j'avais fait une story un peu sur un coup de tête en disant oh là là ça me saoule en les taguant et en fait j'avais repris mon téléphone 10 minutes après et là malheur là mais je sais pas sous son dernier post, il devait avoir, je sais pas, 500 commentaires de gens qui l'insultaient, qui lui disaient tu arrêtes de faire ça, c'est pas normal. Et en fait, ça m'a fait hyper peur. Et j'ai tout de suite supprimé la story et je me suis rendu compte en fait que j'avais du pouvoir dans ce que je disais et faire attention. Juste, je fais attention à ce que je dis, je fais attention aux personnes avec qui je travaille. J'essaie de travailler avec des marques éthiques, par exemple. Et surtout, j'essaie de véhiculer des discours et des messages qui ne sont en rien problématiques. Par exemple, je fais très attention aux messages que je vais poster. Je veux jamais poster de messages, par exemple, qui pourraient faire penser à des relations toxiques, qui romantiseraient un peu la violence ou la dominance. Ce genre de choses, et ça, j'y fais de plus en plus attention parce que je me rends compte que c'est hyper important. Mais sinon, je crois pas. Même si le compte est devenu très gros, je crois que je m'autorise toujours une certaine spontanéité. Et positivité, d'après ce que tu dis. C'est ça. Bah, on a une question, je pense qu'après, pour conclure, c'est pas mal. Une question de Clémence qui demande « Pourquoi amour solitaire ?» alors qu'il y a une dimension universelle et qu'on peut tous et toutes se reconnaître dans les textes. Bah, tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, est-ce que vous voulez la version officielle ou la version officieuse ? Les deux ? Les deux. Allez. Alors, version officieuse, je crée Amour solitaire sur un coup de tête en février en rentrant chez moi et j'écoute Amoureux solitaire de Lio. Je me dis, oh bah tiens, Amour solitaire. Vraie raison. Raison officielle que j'ai dû ensuite trouver pour la presse. Il y a une grande solitude derrière nos écrans, même quand on est amoureux. Voilà. C'est vrai. Mais honnêtement, les meilleurs noms, c'est souvent les noms qui sont pensés sur des coups de tête et qui ne sont pas trop intellectualisés. Et ça a été le cas d'Amour solitaire. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de ce nom parce que je trouve qu'il... je suis sûre que je ne le trouverais pas aujourd'hui si je devais trouver un nom au projet. Mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'il a une connotation un peu sensuelle. Ça fait souvent penser au plaisir solitaire et je trouve ça marrant. J'aime bien parce que je trouve que ça résume assez bien nos relations amoureuses aujourd'hui dans l'ère contemporaine solitaire. Au pluriel parce qu'on a plein d'amour, solitaire parce qu'il y a quand même une grande solitude et que c'est vrai que quand on est derrière nos écrans, même si on écrit des mots d'amour, il y a une solitude. Il y a une solitude quand on attend une réponse, il y a une solitude quand on n'arrive pas à écrire. Et je trouve que c'est assez joli et je trouve qu'il faut qu'il y ait aussi pas mal de solitude pour que l'amour fonctionne. Donc ça va bien ensemble, les deux vont bien ensemble. Alors qu'ils sont opposés.
Ça va très bien ensemble, c'est vrai. Oui, que l'amour, c'est quelque chose qui vit à deux, donc pas solitaire, mais les deux sont compatibles finalement. Et ça devrait s'appeler amour solidaire au final, hein, avec tous les beaux élans qu'il y a. Mais voilà, amour solitaire, écoutez, je garderai ce nom, je le change bien au monde aujourd'hui. C'est clair. Bon, après, l'anecdote avec Lio, moi je trouve que c'est pas mal. C'est ça. C'est clair. Bah après, il y a Super Mustang qui demande aussi le choix de ce logo-là. Pourquoi avoir choisi ce logo ? Alors, j'ai changé le logo cette année parce que c'était un autre logo avant et ça a été un très très long travail. Et si on a choisi ce logo, c'est que donc j'ai travaillé avec une designer que j'aime beaucoup et j'avais envie d'une forme très organique avec des lettres qui s'en mêlent, qui soient doux, qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui donnent aussi de l'élan et ça donne le logo actuel qui est un peu, je trouve qu'il est à la fois très romantique, à la fois très digital et à la fois un peu coulant comme ça et je trouve qu'il convient bien à Amour solitaire, je le trouve assez original. On voit l'idée. Et du coup, voilà, nous, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu de travailler sur le compte. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que tu as utilisé le terme légitimé pas mal de fois. Et moi, c'est un terme que j'ai essayé d'éviter parce que ça fait élite, quoi. Enfin, oui. ça montre qu'on est encore toujours dans cette vision... Il y a la grande librairie sur la télé et il y a Amour solitaire sur Instagram. Et c'est deux choses totalement différentes alors que nous, on considère que non. Ouais, les deux sont de la littérature au même prix. C'est ça. Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre ça de la nouvelle génération. C'est ça, de toute façon, c'est l'avenir et on espère que c'est quelque chose les gens qui nous ont regardés approuvent également. Et sont, voilà, ce n'est pas parce que Instagram, c'est un réseau social... Et c'est vrai que c'est inhabituel de trouver des échanges de lettres, mais c'est à placer au même niveau que le roman de Laclos. Ça a sa place côte à côte dans une bibliothèque. Ça fait faire plaisir. Et moi, si j'ai un mot à vous faire passer, vous, étudiantes et étudiants en lettres modernes, c'est on ne devient pas que prof quand on fait ses études là. Et c'est important de le savoir et je pense qu'il y a plein de métiers à trouver. Moi, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre de ça aujourd'hui et en fait, j'ai l'impression de m'être construit un métier pile poil à ma taille et aujourd'hui, avec tous les nouveaux outils qu'on a, c'est possible en fait. Et du coup, ne croyez pas les gens qui vous disent qu'il faut aller dans des sections plus professionnelles parce que vous n'aurez pas d'avenir. Je pense que c'est vraiment possible en fait de rester très proche de ce qu'on aime et d'arriver à en faire quelque chose et à en vivre et à créer son métier. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail et ça demande aussi de la chance et tout ça. Mais je pense qu'on a tous les outils qui le permettent et c'est sans aucun dénigrement des profs parce que je pense que c'est une carrière que j'aurais beaucoup aimé avoir aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à nous dire qu'en allant lettres modernes, il n'y a que cette voie-là. Et alors qu'en fait, on peut faire plein de choses très différentes. Oui, en suivant un parcours d'études, on n'est pas obligé de faire... par exemple, j'ai fait un BTS dans le commerce, c'est pas pour autant que je vais finir commercial et je pense que c'est pareil pour tous les types d'études finalement. Et c'est justement bien de diversifier, de créer de nouvelles choses parce que sûrement que plein de personnes se reconnaissent dans ton projet et auront cette idée et se diront « Ah ben, c'est vrai que je fais ça, mais peut-être qu'une autre idée serait aussi la bienvenue. » Si je m'écoute. Ouais, si je m'écoute... Tout à fait. Mais en tout cas, moi, je crois à la nouvelle génération pour aller remuer un peu tout ça. La fourche dans les académies. Qui est vieille, quoi. Putain, qui est vieille, qui est élitiste. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, quand je vois que vous avez ce genre d'objet d'études à la fac et tout, je trouve ça trop cool. Et je pense qu'il y a plein de choses à créer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de manière numérique. Je pense vraiment que le e-book, c'est pas du tout la révolution numérique du livre qu'on attendait, quoi. Il y a encore plein de choses à créer, je pense. Et c'est à nous, c'est à vous de le créer. Et il y a plein de choses auxquelles penser. Et je trouve ça assez chouette. Tout à fait. Toi, avec ton compte Insta aussi sur les livres, hein, c'est vrai que c'était un projet aussi. Hein. Oui, toi, s'écouter, il faut que tu t'écoutes. Voilà. Exactement. C'est ça. Mergane, en tout cas, ça nous a fait super plaisir de discuter avec toi, de discuter aussi avec le chat, Super Mustang, qui dit que c'est merveilleux, que ton compte est merveilleux, que ton logo est magnifique. Et que, bon, mais
C'est adorable. Je t'embrasse très fort. Je ne sais pas qui tu es. Mais Super Mustang, tu as un énorme bisou de Morgane. Voilà. Mais... Super entretien. C'était super cool de pouvoir parler avec vous. Je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est pas évident là, les deux années que vous venez de vous taper littéralement. C'est ça. À vous et à tous les étudiants et don't give up. Il y aura des jours meilleurs qui arriveront. On y croit. De toute façon, c'est comme ça. Il faut parler de l'avenir parce que c'est là que l'on tire sa force de vivre. Exactement. Et franchement, vraiment... pour les filières artistiques et littéraires, franchement, croyez en ce que vous avez envie de faire. Ça peut marcher. Merci beaucoup. Merci pour ta joie et ta positivité. Oui, ça fait du bien, ton grand sourire. Parce que nous, c'est vrai qu'on peut pas sourire avec nos masques. Mais toi, du coup... Je vous embrasse, passez une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'ai une question. Oui. Une dernière. Est-ce que ça va être enregistré, ce live, ou ça ne l'est pas? Oui, ce sera en rediffusion sur le Twitch de l'université. Donc voilà, les gens... Ça reste une semaine, 2 jours, 2 semaines. 2 semaines. On me fait signe 2 semaines. Ça reste 2 semaines sur le site de la fac. Donc voilà. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir écoutés et tout ça. On remercie également du coup toutes les personnes qui ont assisté au live. C'était un plaisir de partager ça avec vous, de présenter une autre vision de ce que peut être la littérature, car ce ne sont pas que les livres des grands écrivains. Tout à fait. Voilà. Allez, au revoir tout le monde, bonne soirée et puis à une prochaine sur le live de Nîmes.